Une nouvelle coalition prend les rênes en Allemagne avec de grandes ambitions. Premièrement, Germany will fulfill the obligations in terms of defense. deuxièmement Germany is willing to strengthen their own competitiveness. et troisièmement, And we will bring the European Union forward. de belles promesses. Mais Merz sera-t-il à la hauteur ? The key message to Donald Trump is Germany is back on track. L'Allemagne est de retour. Ce sont les mots de Friedrich Merz, probable futur chancelier allemand, issu de la CDU, le parti conservateur de centre-droite. Selon lui, après un gouvernement Ampel, relativement faible dirigé par Olaf Scholz, sa nouvelle direction renforcera les liens avec les voisins de l'Allemagne et fera à nouveau de l'Allemagne et de l'Europe une véritable puissance. Et seulement 6 semaines après les élections, il est parvenu à former une coalition avec un accord signé plus rapidement que presque tous les gouvernements allemands avant lui. Nous avons étudié cet accord de coalition pour voir ce que ce nouveau gouvernement prévoit concrètement. Et bien sûr, nous vous donnerons notre analyse et notre avis à la fin de la vidéo. Mais d'abord, revenons très brièvement en arrière. Voici les résultats des élections du 23 février. L'Union chrétienne démocrate, CDU, dirigée par Merz, est arrivée en tête et a rapidement entamé des négociations de coalition avec le SPD. Le parti social-démocrate de Scholz arrivait en 3e position afin de former une majorité. Travailler avec l'AfD d'extrême droite a été écarté depuis le début, et cette alliance CDU-SPD était donc la seule option réaliste. Mais cela a donc donné au SPD un pouvoir de négociation inattendu, et cela s'est vite fait sentir. Quelques jours seulement après le scrutin, la CDU a rompu une promesse majeure de campagne en acceptant de suspendre le frein à l'endettement strict de l'Allemagne. Ils se sont engagés à emprunter 500 milliards d'euros pour les infrastructures et jusqu'à 500 milliards d'euros supplémentaires pour les dépenses militaires. Cela représente un total de 1000 milliards d'euros de nouveaux emprunts, un tournant sans précédent dans la politique allemande et une victoire de taille pour le SPD, qui milite depuis des années pour ce type de dépenses. Côté ministère, le SPD a également obtenu plus que prévu. Et malgré sa 3e place, il a décroché 7 ministères, soit autant que la CDU, tandis que la CSU, le parti frère de la CDU, en a obtenu que 3. Pour nous, en tant que chaîne centrée sur l'Union européenne, le poste le plus intéressant est peut-être celui des affaires étrangères, qui est revenu à la CDU. Un choix logique, puisque Merz a placé la politique étrangère au cœur de son mandat de 4 ans. Mais alors, que prévoit exactement la CDU-CSU et le SPD pour l'Europe ? Eh bien, ils y ont consacré tout un chapitre dans leur accord de coalition. Et on y trouve des idées ambitieuses, et même un peu audacieuses. Entrons dans le détail. L'accord commence sur une note résolument pro-européenne, affirmant que l'Allemagne ne peut prospérer qu'au sein d'une Union européenne forte et démocratique. Et c'est là que les choses deviennent rapidement intéressantes. L'un des tout premiers éléments mis en avant, c'est l'article 2 du traité sur l'Union européenne, celui qui définit les valeurs fondamentales de l'Union, la démocratie, l'état de droit et le respect des droits de l'homme. La coalition annonce vouloir adopter une position beaucoup plus ferme face aux violations de ces principes. Elle appelle explicitement à une utilisation plus systématique des instruments déjà existants, procédure d'infraction juridique, gel de fonds européens, voire suspension des droits d'un État membre, y compris son droit de vote au sein du Conseil de l'UE. Et soyons très honnêtes, a-t-on vraiment besoin de deviner de qui il s'agit ? On y a consacré toute une vidéo la semaine dernière et évidemment, il s'agit de la Hongrie. Deuxième priorité, rendre l'Union européenne plus compétitive. Et l'accent est mis ici sur le marché unique européen. Beaucoup de gens pensent que l'UE dispose déjà d'un véritable marché unique. Mais en réalité, cela ne s'applique pleinement qu'aux biens. Lorsqu'il s'agit des services, de la finance ou des réglementations, il existe encore de nombreux obstacles nationaux qui freinent l'intégration. La coalition cite des secteurs clés. L'énergie, les produits médicaux, les produits pharmaceutiques, le numérique, les télécommunications, les transports et le trafic aérien. Prenons un exemple. Une entreprise médicale en Allemagne peut rencontrer des difficultés pour faire approuver rapidement son produit dans d'autres pays de l'UE, car les réglementations sanitaires varient encore fortement d'un État membre à l'autre. Un véritable marché unique permettrait d'harmoniser ces règles, ce qui ferait gagner du temps, de l'argent et peut-être même des vies. La coalition insiste aussi sur la nécessité d'avancer vers une véritable union de l'épargne et de l'investissement, avec une intégration plus poussée des marchés de capitaux et de systèmes bancaires. Mais pourquoi est-ce si important ? Prenons le cas des startups.
Une petite entreprise technologique au Portugal devrait pouvoir lever facilement des fonds auprès des investisseurs en Allemagne ou aux Pays-Bas. Mais aujourd'hui, l'investissement transfrontalier reste encore trop complexe et fragmenté. En parallèle, la coalition souligne que la concurrence au sein du marché unique doit se baser sur l'innovation et la performance, et pas sur la course au plus bas taux d'imposition. C'est pourquoi elle plaide pour une assiette commune de l'impôt sur les sociétés à l'échelle européenne, afin de rétablir une concurrence équitable et d'éviter une spirale vers le moins distant fiscal. Passons maintenant à la défense. La coalition plaide en faveur de l'avancement d'une Union européenne de la défense. Elle reconnaît pleinement que l'OTAN reste l'élément central de la défense collective pour la plupart des États membres de l'UE. Mais elle appelle aussi à la création d'un pilier européen au sein de l'OTAN. Mais attendez, avant que quelqu'un ne se mette à crier armée européenne, non, ce n'est pas ce dont il s'agit. Il n'y a aucune mention d'une armée permanente de l'UE. Par contre, ce qui est mentionné, c'est un accent fort sur la normalisation, l'interopérabilité et la coopération industrielle de défense conjointe. La coalition soutient une coopération renforcée au sein de l'industrie de la défense européenne, le développement de technologies clés de défense, des projets de défense communs entre les États membres et un marché européen de la défense unifié avec des règles d'exportation coordonnées. Et comme nous l'avons mentionné au début de la vidéo, l'Allemagne prévoit de consacrer des dépenses beaucoup plus importantes à la défense, peut-être jusqu'à 3,5% du PIB. Un point central ici est également l'Ukraine. L'Allemagne s'engage à augmenter considérablement son soutien militaire, politique et économique aux côtés de ses alliés et soutient la voie de l'Ukraine vers l'OTAN, la reconstruction à long terme et la responsabilité juridique pour l'agression russe. La suite est particulièrement intéressante et assez audacieuse. L'Allemagne affirme que l'élargissement de l'UE et la capacité de l'UE de fonctionner doivent aller de pair. En termes simples, pas de nouveaux États membres tant que l'UE n'aura pas entrepris de réelles réformes internes. Et en tête de cette liste de réformes, abandonner le droit de veto au sein du Conseil de l'UE. La coalition souhaite passer au vote à la majorité qualifiée pour toutes les décisions clés, y compris la politique étrangère, la politique fiscale et la défense. Et pour y parvenir, ils veulent utiliser ce qu'on appelle la clause passerelle, un outil juridique déjà prévu dans les traités qui permet à l'UE de passer au vote à la majorité dans certains domaines sans avoir besoin de modifier intégralement les traités. Mais ils sont également ouverts à aller encore plus loin. La coalition affirme explicitement qu'elle est prête à modifier les traités de l'UE en utilisant l'article 48 si nécessaire. Et clairement, la CDU a regardé nos vidéos, car ils soutiennent également l'idée d'une Europe à plusieurs vitesses, où des groupes plus petits d'États membres peuvent avancer sur certaines politiques tant que la porte reste ouverte pour que d'autres puissent les rejoindre plus tard. Nous avons fait une vidéo entière sur ce sujet, vous la trouverez liée ci-dessus. En résumé, la coalition reconnaît l'importance géopolitique de l'Union européenne elle-même. Ils affirment que la politique d'élargissement n'est pas simplement un processus bureaucratique, c'est une force transformatrice et une nécessité géopolitique. Cela signifie mettre à jour le processus d'adhésion pour qu'il soit plus basé sur les performances et plus flexible. En d'autres termes, les populations de ces pays devraient réellement ressentir les avantages de se rapprocher de l'UE et ne pas se contenter d'entendre des promesses concernant un avenir lointain. Voilà donc les principales politiques et idées pour l'UE et l'Allemagne. Et bien que j'apprécie vraiment beaucoup ce qui est proposé, notamment en ce qui concerne la réforme de l'UE et l'abandon du droit de veto, il y a aussi des aspects que j'ai moins aimés. Prenons le chapitre sur la politique étrangère, par exemple. Surtout en ce qui concerne la gestion de l'administration Trump, ou plutôt le fait de ne pas vraiment la gérer. La guerre commerciale de Trump contre l'Europe et son étrange proximité avec Poutine de la Russie sont complètement ignorées. À la place, l'accord de coalition indique « Les relations avec les États-Unis restent d'une importance capitale. Le partenariat transatlantique est une grande histoire de succès pour les deux parties qu'il convient de poursuivre dans les nouvelles conditions. C'est pourquoi nous prenons plus de responsabilités pour notre sécurité commune. » Je veux dire, cela semble très bien sur le papier. Mais pour moi, ça semble totalement irréaliste. N'avons-nous pas déjà appris que Trump est tellement imprévisible et extrême qu'on ne peut tout simplement pas planifier autour de lui ? Tous ceux qui sont allés en pèlerinage à Mar-a-Lago, le flattant sans cesse, n'ont rien obtenu en retour. Personnellement, j'aurais aimé voir un plan beaucoup plus clair sur la façon dont l'Europe peut se diversifier des États-Unis. Je ne veux pas d'une stratégie qui consiste à attendre que Trump parte et espérer que tout se passe bien.
Je préférerais de loin que nous construisons une Europe suffisamment forte pour que nous n'ayons pas à nous soucier de ce qui se passe à Washington tous les 4 ans. Néanmoins, des liens plus forts avec des alliés comme le Canada, le Royaume-Uni, le redémarrage du moteur franco-allemand sont également mis en avant, ainsi que des partenariats plus profonds et des accords commerciaux avec le Mercosur, l'Inde et le reste du monde. Donc, en résumé, c'est un plan ambitieux et intéressant pour l'Europe. Ensuite, l'accord de coalition doit encore être approuvé par tous les partis concernés et si tout se passe comme prévu, Merz sera probablement chancelier début mai. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure que tout se déroulera. Et si vous êtes curieux de savoir à quoi pourrait ressembler une Union européenne à plusieurs vitesses, alors regardez cette vidéo ici où nous expliquons tout en détail. Un grand merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!